Office 360. Et cette attitude me permet de créer des liens facilement entre les équipes, les projets, les enjeux et de vraiment connecter les points. Avec Vocatio, nous sommes à la croisée entre entretien d'embauche et biographie, nous permettant de mettre en lumière nos professionnels capables de relever vos défis. Dans ce podcast, nous explorons leur parcours et leur valeur ajoutée en leur posant des questions ciblées, puis nous vous offrons à chaque fin d'épisode un résumé RH de leur profil. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à Anna, une professionnelle aux 4 langues et aux multiples casquettes qui accompagne les équipes à mieux se comprendre, collaborer et évoluer ensemble. Bonjour, aujourd'hui on est là avec Anna pour découvrir un peu plus son parcours professionnel et pour ce faire on a une première question, celle-ci est: pour chaque période de changement dans votre parcours professionnel, quelles ont été les raisons de votre choix ? Oui, alors au départ, chez moi en Angleterre, j'ai choisi des études en commerce international avec l'espagnol et l'allemand. Pourquoi ? J'ai fait exprès parce que je voulais pas forcément être professeur ou traducteur. Et je me suis dit, avec ça, je combine plusieurs possibilités. Et quand on choisit en commerce international en Angleterre, on peut faire des stages. Et c'est justement ça que j'ai fait à l'étranger. C'était un mélange parce que j'ai toujours été intéressée pour découvrir de nouveaux pays et de cultures. Et je savais que je voulais travailler et vivre à l'étranger. J'ai d'ailleurs choisi l'université de Sheffield Hallam parce que c'est la seule université qui offrait 18 mois à l'étranger en lieu de 12. Et après mes études, comme mon bachelor était assez généraliste, j'avais beaucoup d'options, mais pas de spécialisation claire. Ma priorité pour mon premier poste était donc de pouvoir utiliser mes langues, parce que ça prend beaucoup de temps d'apprendre les langues et je voulais pas les perdre. C'est ce qui m'a amené vers le recrutement international à Londres, dans le secteur de l'énergie, et on devait tester les langues aussi. Par la suite, j'ai aussi recruté pour des organisations de santé mondiale et des ONG. Le recrutement m'a permis de découvrir de nombreux secteurs différents, mais après quelques années entre Barcelone et Londres, j'ai ressenti un manque de stimulation parce que le travail devenait assez répétitif. À Barcelone, j'ai eu l'opportunité d'évoluer vers la gestion de projets de recrutement où je coordonnais des équipes entre l'Europe et l'Asie et je gérais des processus de sélection de A à Z pour des ONG en Afrique. Et c'est aussi à ce moment-là où j'ai passé la certification PMP en gestion de projet. Et c'est grâce à cette expérience que j'ai compris que je préférais les postes plus dynamiques et variés avec la coordination entre plusieurs parties prenantes plutôt que de rôles purement centrés sur le recrutement. Et j'ai resté presque 3 ans avec cette entreprise avant de partir pour la Suisse. Et j'ai volontairement cherché des postes en dehors de recrutement classique, mais qui restaient liés à l'international en mettant en avant mes compétences linguistiques et mon expérience de gestion de projet à l'échelle globale. J'ai donc trouvé un poste d'account manager dans le domaine de l'emploi international, en aidant des entreprises à embaucher des candidats à l'étranger sans devoir créer une entité sur place via un modèle qui s'appelle Employer of Record, c'est-à-dire un intermédiaire qui devient l'employeur légal de candidats à l'étranger et qui gère toute l'administrative et la conformité. C'est très marrant que vous décriviez en fait le Employer of Record parce qu'en fait c'est plus ou moins oui, en fait, j'ai particulièrement apprécié ce secteur parce que c'est en constante évaluation entre les réglementations, les contextes internationaux et on n'a jamais vraiment l'impression d'avoir tout vu. Par contre, l'entreprise a été rachetée et mon poste d'account manager a été directement impacté pour les plans de restructuration. Et j'ai alors fait le choix d'évoluer vers un rôle de learning and development, à la fois pour préserver mon emploi dans les médias, mais aussi pour développer de nouvelles compétences que je savais utiles pour la suite. Mais avant tous ces changements que j'ai faits, j'avais vraiment l'impression que chaque fois que je voulais changer de poste, c'est moi qui étais proactive pour changer. Alors, c'était la première fois que j'ai vécu cette sensation que les changements étaient hors de mon contrôle. Ok, et puis ça, c'est quelque chose qui a été facile pour vous à gérer ou... Pas vraiment. Je voyais bien que les suppressions de postes restaient probables à moyen terme. Donc, je me suis dit, c'est mieux d'apprendre au maximum et me rapprocher de sujets qui m'intéressent vraiment, comme l'accompagnement de changement et la transformation. C'était une période exigeante, mais elle m'a poussée à prendre des risques que je n'aurais probablement pas pris autrement, comme travailler en start-up ou accepter des missions temporaires.
Aujourd'hui, vous souhaitez continuer dans ce milieu de la transformation ou est-ce que comment vous vous situez par rapport aux opportunités qui pourraient se présenter? Alors, je focalise sur l'RH parce que je trouve ça plus pertinent. Par contre, le change management, la transformation, on peut faire dans plusieurs domaines différents. Alors, c'est vraiment le côté change management et gestion de projet qui m'intéresse en plus, mais c'est pas forcément limité au RH. On passe à présent sur des questions plus personnelles sur votre manière de travailler. Donc, nous, on voulait vous demander, la dernière fois que vous avez mené un projet de transformation impliquant de nombreux acteurs, comment est-ce que vous avez déterminé le plan d'action et comment est-ce que vous l'avez utilisé tout au long du projet? J'ai vécu une transformation très complexe pendant le rachat dont j'ai parlé, quand mon employeur a été racheté par une entreprise américaine et fusionné avec plusieurs entités. Cette situation m'a permis d'avoir la mission d'accompagner les équipes en Europe dans ce changement en partant quasiment de zéro parce qu'on n'avait pas encore de vraies fonctions L&D, ni de documentation de processus ou de support en place pour les gens. Pour définir mon plan d'action, je suis partie d'un principe simple. Dans un contexte de transformation, la clé, c'est la communication et la qualité des relations. C'était vraiment de créer un lien avec les collègues, en fait, parce que tout le monde était pas à l'aise avec la situation. Alors, c'était difficile de pouvoir documenter le processus et de vraiment générer de matériel de formation si les gens voulaient pas collaborer. Alors, c'était vraiment le challenge de les faire comprendre que c'était pour le bien, pas pour le mal. En parallèle, j'ai fait le choix de m'impliquer concrètement dans les opérations en soutenant les équipes lors de pics d'activité. Cela m'a permis de comprendre le processus en profondeur, mais aussi de gagner en crédibilité. En posant beaucoup de questions et en étant proche du terrain, j'ai pu à la fois documenter les pratiques, former de nouveaux collaborateurs et surtout mieux faire le lien entre les équipes. Et en plus, le fait d'avoir aidé concrètement les équipes les a rendues plus ouvertes à collaborer avec moi, avec les autres collègues. Et tout au long de ce projet, j'ai gardé cette approche co-construction, adaptation continue et communication transparente, ce qui m'a permis de faciliter la collaboration et de limiter les résistances. Ok, super. Et le projet, il a duré combien de temps? En fait, c'était un poste que j'avais pendant 2 ans, mais c'était pas forcément learning and development traditionnel parce que c'était justement pour accompagner ce changement. Alors, je devais vraiment changer de projet plusieurs fois s'il y avait une équipe qui avait besoin d'aide. Et alors, j'ai profité de ça chaque fois. On passe à la deuxième question, c'est de nous expliquer, de nous décrire une situation où votre équipe a dû faire face à un projet mal défini et nous indiquer en fait l'attitude que vous avez adoptée pour faire avancer le projet. Oui, alors pendant la même transition, l'entreprise a repris un projet de conformité pour la région DACH. Alors ça veut dire l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne. Le problème de ce projet, c'était mal vendu au départ. L'équipe commerciale, c'était aux États-Unis. Ils n'ont pas forcément compris tous les petits détails contexte européen. Donc, les attentes de clients, les livrables et les délais n'étaient pas réalistes. L'équipe en Europe n'était pas prête pour ce projet et on m'a demandé d'intervenir. Moi, j'étais pas forcément dans l'équipe à la base, mais c'est un des projets que je devais faire pendant mon poste Learning and Development. Et ils m'ont pas demandé parce que j'avais une connaissance de conformité, c'était pas le cas. C'était plutôt pour les compétences linguistiques et pour ma capacité de rejoindre les points entre les parties prenantes. J'ai donc commencé par apprendre rapidement ce qu'on devait demander selon le pays. Et ensuite, j'avais 3 axes que j'ai focalisé là-dessus. D'abord, la communication avec les travailleurs indépendants. J'ai pris le temps de faire de petits appels avec chacun pour avoir un contact personnel, pour expliquer le contexte, pourquoi on demandait ces documents maintenant, parce qu'avant, ils avaient déjà travaillé pour le client pendant longtemps sans devoir fournir ces papiers. C'est pour ça que c'était un peu délicat, parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils ont pu travailler pendant 10 ans pour cette entreprise et maintenant, ils devaient fournir ces papiers. Alors, ils n'étaient pas forcément contents. Alors, l'objectif principal, c'était d'apaiser l'attitude des travailleurs indépendants. Et j'ai fait ça avec ces appels pour répondre à leurs questions, pour faire les choses très simples. Et ça m'a permis de réduire les méfiances et d'obtenir plus de coopération. Après, c'était le processus interne. Alors, j'ai aidé l'équipe à clarifier
qui faisait quoi, dans quel ordre, quel document était le plus important et comment suivre les dossiers. Je faisais aussi des points réguliers avec le client pour lui expliquer l'avancement réel et ajuster progressivement les attentes. Enfin, le relais dans l'équipe. Alors, une fois que j'avais stabilisé le fonctionnement, j'ai formé plusieurs collègues sur le contexte, les étapes clés et comment reprendre selon les documents. Tout ça ensemble, ça a permis que le projet puisse continuer sans dépendre juste d'une personne. Et même si le contexte au départ, ça restait difficile, on a réussi à reprendre le contrôle, mieux cadrer ce qu'on pouvait faire, ajuster les délais avec le client et rétablir un climat de confiance. Maintenant, pour terminer, si vous aviez en face de vous un directeur ou un manager, quels seraient vos arguments pour avancer votre valeur ajoutée sur le monde du travail aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais que ma principale valeur ajoutée, c'est ma capacité à naviguer dans l'ambiguïté. Grâce à mon parcours que j'ai eu ces derniers temps, je m'adapte rapidement à des environnements complexes. Je suis souvent décrite comme un couteau suisse par mes collègues parce que j'aime bien collaborer, proposer de l'aide et me rendre utile au-delà de ma fiche de poste. Et cette attitude me permet de créer des liens facilement entre les équipes, les projets, les enjeux et de vraiment connecter les points. Et ça m'aide à faire le lien entre la stratégie et le terrain pour proposer des solutions qui sont applicables pour les gens qui sont vraiment en train de faire le travail quotidien. Je dirais aussi que j'apporte une forte dimension internationale. J'aime justement ces contextes multilingues parce que c'est là où il faut concilier les différences culturelles et façons de travailler. Et c'est vraiment là que je me sens plus utile et où je peux apporter le plus de valeur. C'est à présent le temps de passer à notre appréciation. Nous avons pu cibler le profil d'Anna grâce à notre test 360 Inner Self visant à déceler son fonctionnement en milieu professionnel. Anna se distingue par une forte motivation pour la réussite, l'atteinte de ses objectifs et le développement continu. Elle puise son énergie dans les défis et s'épanouit particulièrement lorsqu'elle poursuit des objectifs ambitieux. Loin de la freiner, ces derniers renforcent sa capacité à rester concentrée et déterminée sur la durée. Cette dynamique s'accompagne d'une réelle aptitude à s'adapter aux changements. Anna est à l'aise dans des environnements en évolution, ouverte aux nouvelles idées comme aux nouvelles approches. Elle contribue activement lorsque les processus, les stratégies ou les priorités évoluent. Elle conserve toutefois un cap clair, en faisant preuve de constance et de sang-froid. Anna a également tendance à privilégier une vision d'ensemble en se concentrant sur les priorités stratégiques plutôt que sur les détails. Cette approche lui permet de structurer l'information, de la synthétiser et de soutenir des objectifs organisationnels plus larges. Enfin, sur le plan collaboratif, Anna adopte une posture équilibrée. Elle ne cherche ni à s'imposer, ni à s'effacer. Elle sait exprimer ses idées avec justesse, tout en laissant de la place aux autres. Cette capacité à trouver le bon positionnement favorise une participation active de chacun et contribue à des échanges constructifs, ainsi qu'à une prise de décision efficace aussi bien en autonomie qu'en équipe. L'épisode de Vocatio sur Anna est à présent terminé, mais la carrière d'Anna continue. Si son approche humaine vous a séduit et que vous pensez qu'elle pourra soutenir vos équipes, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse email contact@opsis360.ch.